Remarque sur les musiciens un petit peu aux époques baroques et classiques. Aux époques baroques et classiques, beaucoup de musiciens étaient des employés municipaux, comme Bach par exemple, qui était cantor de la ville de Leipzig, ou au service d'un grand seigneur, comme Haydn, qui était donc employé par le comte Esterhazy, ou encore maître de chapelle, maître de musique dans une institution religieuse, comme Vivaldi, dans son hospédal et financé par la République de Venise, ou maître de chapelle, ou titulaire de l'ordre d'une cathédrale, etc. etc. Je crois qu'on n'est pas concerné par la fin. On n'est pas concerné parce qu'il y a encore quelque chose derrière. C'est la fin d'un truc avant? Oui, il y aura encore un film ce soir. Non, mais c'est sur la grève Gonella, c'est pour la grève. Ah, d'accord. C'est pour informer. Voilà. Bon, alors faisons l'information avant. C'est une information sur la grève d'Onella. Je propose qu'on fasse circuler le papier. Oui. Une petite info avec. Juste une question, vous avez projeté ou pas? Oui. Ok. C'est le but des. Non, mais c'est pour ça. Et on va fermer encore plus tout à l'heure. Et donc voilà. Donc si vous voulez, donc voilà, le musicien a besoin d'un poste pour pouvoir exercer son art. Un poste qui comporte bien entendu des obligations. Par exemple, Bach devait fournir un choral par semaine pour l'église protestante le dimanche. Il devait fournir la musique pour toutes les réceptions qu'organisait la municipalité, pour accueillir tous les musiciens de passage. Et son contrat prévoyait même l'enseignement d'1 heure de latin par semaine. Ah, j'ai besoin de ça. Non, pas spécialement. Non, elle m'a pas dit. Non, tu prends. Désolé, Mais par contre, vous interrompez, mon cher. mais on a un problème qui a sauté ailleurs. J'entends bien. Par contre, si tu me débranches la vidéo, là, je mords. C'est pas moi. Voilà. Alors, donc, je vais reprendre, parce que... Donc, c'est ça. Donc, il avait aussi 1 heure d'enseignement de latin par semaine, qu'il sous-traitait, parce que ça lui cassait les pieds. Vivaldi, lui, devait enseigner la musique aux orphelines recueillies dans son hospital et de la Pietà, et composer pour elles, enfin, non seulement les former musicalement, mais composer pour elles, donc, la musique qu'elle devait jouer. Ceux qui ont vu le film Gloria ont une petite idée du travail que ça représentait, donc de faire chanter les orphelines de cet hospital. Alors Vivaldi d'ailleurs bénéficiait déjà d'à côté, puisqu'il dirigeait un théâtre qui lui procurait un revenu non négligeable, mais enfin il faut dire que Venise, la républicaine, était la plus bourgeoise des cités européennes. Alors ça n'empêchera pas d'ailleurs, je dis en passant, Vivaldi à la fin de sa vie de mourir indigent à Vienne, où il avait cherché un refuge musical, un peu en vain, puisque sa musique était passée de mode à Venise. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que des gens comme Haydn ou Bach devaient demander l'autorisation de leur employeur pour accepter une invitation ou un engagement à l'extérieur de leur emploi. Alors le cas de Mozart est un petit peu à part. Il a d'abord commencé comme enfant prodige, trimballé par son père de ville en ville pour montrer son exceptionnel talent, qui était réel. Mozart donc, est né en 1756 à Salzbourg. Il est mort en 1791 à l'âge de 35 ans à Vienne. Alors Haydn, Mozart, Beethoven, ces 3 géants du classicisme de la musique, qui étaient d'ailleurs en partie contemporains. Haydn a donné quelques cours à Beethoven, je les ai moyennement appréciés d'ailleurs, et le Beethoven en question, à 17 ans, avait été auditionné à Vienne par Mozart. Celui-ci lui aurait dit de lui et ses amis à la fin de l'audition: écoutez ce nom, Beethoven, le monde entier en entendra parler. Quant à Haydn et Mozart, ils s'admiraient mutuellement et étaient liés, pas seulement parce qu'ils étaient tous deux francs-maçons. Les premiers quatuors de Mozart sont dédiés à Haydn, et le film Amadeus se fait l'écho de cette estime dans un dialogue qui est probablement inventé entre Mozart et un musicien pendant qu'ils écoutaient un quatuor de Haydn. Le musicien dit « Je n'aurais pas écrit ainsi », et Mozart lui répond « Moi non plus, parce que j'en serais incapable ». Voilà, après, en tout cas, à défaut d'être réel, ça témoigne, en tout cas, de l'estime mutuelle de ces musiciens. Alors, en attendant, pour l'heure, le jeune Mozart est à Salzbourg, sa ville natale, au service du prince-archevêque Colloredo, de 1773 à 1777. C'est un tout jeune homme, ça se passe donc de ses 17 ans à ses 21 ans. Alors Colloredo, c'est un prince-archevêque très rigide, qui a des vues musicales extrêmement fermées, et il veut contraindre Mozart à des pièces très corsetées, ce qui ne plaît pas beaucoup à ce jeune musicien, qui lui par contre est tout à fait conscient de son génie.
En 1777, Mozart démissionne et il est en même temps renvoyé pour absence trop fréquente. Alors, démissionnaire et renvoyé, on peut se dire c'est pareil, pas du tout. Hein, parce que le fait de l'avoir renvoyé alors qu'il avait déjà démissionné est destiné à lui fermer toutes les portes d'Europe. Ce qui se produira en partie, il aura un mal de chien à trouver du boulot. Et au bout de quelques années, c'est sur insistance du père de Mozart que Colloredo va réembaucher le jeune Mozart à son service en 1779. Alors les relations restent extrêmement difficiles et elles aboutissent à un nouveau départ de Mozart, mais cette fois-ci sans qu'il ait démissionné, ni qu'il ait été renvoyé. Par contre, un épisode est resté célèbre, il est quand même parti chassé par un coup de pied d'un intendant du prince-archevêque, le comte d'Arco. Donc il a reçu un coup de pied au cul, puis on va virer de manière un peu spectaculaire. Alors, il s'installe à Vienne, où il restera pendant les 10 dernières années de sa vie, et désormais c'est un compositeur indépendant. Hein, il vit de ses commandes. Alors il ne vit pas très bien, faut dire, mais parce que malgré une production extrêmement abondante. C'est en 1786 qu'il fait la connaissance du librettiste da Ponte. Alors à ce moment-là, il a déjà composé plusieurs opéras, Idoménée, roi de Crète, sur un livret en italien, puis L'enlèvement au sérail et la flûte enchantée sur des livrets en allemand. Da Ponte, c'est un poète impérial à Vienne, et c'est un poste extrêmement important. Ce Da Ponte convainc l'empereur d'autoriser la création d'un opéra basé sur le mariage de Figaro de Beaumarchais, que pourtant l'empereur avait interdit. Alors, Alain va nous expliquer plus tard, plus en détail, la place du classicisme entre musique baroque et musique romantique. Parce que, la musique classique va garder énormément d'aspects du baroque. Hein. Mozart admirait énormément deux musiciens oubliés à l'époque, à savoir Bach et Handel. Et préfigure, on n'aura pas le temps de vous faire entendre, mais il y a des passages de Mozart qui sont d'un romantisme extraordinaire, dans le concerto numéro 21 ou le numéro 23 pour piano sont absolument, il y a des passages romantiques extraordinaires. Je vous les recommande vivement. Alors voilà, puis bon, peut-être que Alain peut se lancer, nous expliquer ça, et puis la naissance de l'opéra seria, de l'opéra bouffe. Maintenant Maintenant, Eh bien maintenant, allons-y. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la musique, elle obéit, elle évolue et elle obéit à un certain nombre de lois qui lui sont internes, comme tous les arts. C'est-à-dire que, quand Julien a dit que Mozart, par exemple, était admiratif de Bach, Jean-Sébastien Bach, c'est vrai, hein, bien sûr, et donc c'est une certaine évolution par rapport à Jean-Sébastien Bach. Par contre, ce qu'il faut bien voir, c'est ce qu'on appelle le style classique en musique, hein, c'est différent de l'architecture ou de la peinture. Ce qu'on appelle le style classique en musique, c'est relativement bref, c'est une quarantaine ou une cinquantaine d'années à tout casser, hein, et c'est lié à un phénomène intellectuel et social européen. C'est les Lumières. C'est les Lumières. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, je ne sais plus les dates exactement, c'est dans les années 1750, 1770 ou 80. La Déclaration des droits de l'homme, c'est la Révolution américaine 1779. La critique de la raison pure de Kant, c'est 1781. Donc c'est toute cette période-là où la bourgeoisie, les intellectuels de la bourgeoisie, parce que oui, ça, il faut dire ça aussi, la bourgeoisie, elle existe, et elle existe depuis plusieurs siècles, dans les villes italiennes, dès avant les grandes découvertes, enfin, avant la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, et puis ensuite dans toute l'Europe. Et cette bourgeoisie, enfin, on en discutera tout à l'heure à propos de l'opéra. Et cette bourgeoisie, en tant que classe sociale, elle est en train de prendre le pouvoir. Elle le prend déjà économiquement en Europe occidentale, elle l'a déjà, en réalité, pas encore politiquement. Politiquement, elle va le prendre par une révolution, même si la révolution en question se cache, se drape dans des habits religieux. Enfin, c'est quand même une révolution qui va conduire à un partage, y compris politique, du pouvoir entre la bourgeoisie et l'aristocratie en Angleterre, en 1640, je crois. Il y a la guerre d'indépendance des États-Unis, etc. Et cette bourgeoisie, c'est la classe sociale progressiste de l'époque. Bon, ces gens,
ils se croient tout permis. Hein, et ils ont raison, hein, parce qu'ils vont avec l'histoire et ils écrivent, et c'est en particulier le mouvement des encyclopédistes. Et ces encyclopédistes, bon, les philosophes des Lumières, ils vont gagner, ils vont préparer les conditions de la Révolution française, mais ils vont aussi gagner toute l'intelligentsia européenne de l'époque. Alors, on connaît tous l'histoire du roi Frédéric de Prusse qui invite à déjeuner, à séjourner chez lui Voltaire pour discuter de philosophie. Même Catherine de Russie, hein, qui était une despote parmi les despotes, hein, la tsarine de Russie, pareil, et le Joseph II, qui est l'empereur de Vienne, hein, celui qui va être empereur du temps de Mozart, c'est la même chose, hein, c'est des despotes qui se disent éclairés, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, y compris les représentants les plus qualifiés, les plus hauts placés de la hiérarchie de l'aristocratie, sont influencés par ces idées des Lumières. Alors les idées des Lumières, c'est aussi la période de l'abolition du servage, du droit à la libre pensée, etc. Bon, enfin, en tout cas, d'un point de vue religieux, on a le droit d'adopter la religion de son choix, etc. Et ça, en particulier, il y a un philosophe qui est assez représentatif de ces choses-là, c'est Jean-Jacques Rousseau. Non pas parce que c'est le fer de lance de la pléiade des philosophes français du XVIIIe, mais parce qu'il est très caractéristique de cette bourgeoisie conquérante, hein, qui est à la tête de l'ensemble du peuple, hein, et de ses intérêts. En particulier par le retour à la nature et ce genre de choses, hein, c'est la société qui rend l'homme mauvais, il faut, etc. Enfin bon, vous connaissez tous ce genre de choses. Et notre ami Jean-Jacques, en plus, il se pique de musique, il est musicien, hein. Et par exemple, les articles de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert sur la musique, beaucoup, pas tous, mais beaucoup seront écrits par Rousseau. Hein. Et Jean-Jacques Rousseau, non seulement il écrit ces articles-là, mais en plus il compose. Il a écrit un opéra qui s'appelle, je crois, Le Devin du village, qui casse pas des briques, hein, ni du point de vue dramatique, ni du point de vue musical, mais qui est extrêmement représentatif de ce mouvement intellectuel où les intellectuels de l'époque se sentent solidaires du peuple et ont une démarche volontariste, hein, volontaire, même si elle n'est pas toujours formulée clairement, de s'assimiler au peuple. Par exemple, y compris dans la musique. Donc c'est le cas de Jean-Jacques Rousseau, qui est un exemple un peu extrême, hein, mais y compris dans la musique des musiciens qui sont extrêmement savants, extrêmement compétents comme Haydn ou Mozart, il y a cette volonté de trouver un langage populaire, d'être populaire, hein, d'être à la tête de la population, d'un certain point de vue, musicalement parlant. Bon, alors évidemment, hein, tout ce que je dis, c'est extrêmement rapide, donc c'est forcément caricatural. Hein, je vois mon ami, hein, donc je dis forcément des bêtises, on peut toujours trouver des exemples inverses, etc. Mais ce qui est important, ce qui est fondamental, c'est ça. Par exemple, je vais vous chanter une petite chanson. Hein, écoutez bien. La 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 la. La 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 la. Bon, ça c'est le thème principal. Ensuite, il va y avoir des variations d'une symphonie du mouvement lent d'une symphonie de Haydn qui s'appelle La Surprise. Effectivement, il y a une surprise. Je ne vais pas vous la dévoiler, mais simplement quand vous l'écouterez, mettez pas le volume à fond. Et donc, ce petit thème-là, il paraît enfantin. Il est composé par Haydn, hein, et il ressemble beaucoup, par exemple, à la 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 la, qui est une authentique, hein, vous dirais-je moment, une authentique chanson populaire. Chanson populaire sur laquelle d'ailleurs Mozart va écrire des petites variations pour piano. Bon. Et il y a une espèce de symbiose, de réunion, de rencontre entre le style populaire, d'un certain point de vue, et le style de la musique savante. C'est à peu près la seule fois dans l'histoire de la musique occidentale. Ce qui fait que, je vais plus vite. Non, je dis plus tard, ça va se reproduire. Oui, mais c'est d'autres motivations. Parce que, oui, c'est vrai, mais
Euh, la preuve en est qu'aujourd'hui, la musique de variété, par exemple, fonctionne toujours sur l'harmonie, enfin, sur la manière d'écrire la musique de cette période-là. Alors, bien sûr, Julien a raison. Hein, ensuite, d'autres musiciens. Bon, et là, les musiciens baroques, c'est pas du tout leur problème. Hein. Alors, ils écrivent des danses, hein, mais les danses que Bach écrit, c'est pas pour faire danse, c'est pas des danses populaires, c'est des danses aristocratiques. Hein. En tout cas, c'est l'essence de la danse aristocratique. C'est des menuets, c'est des gavottes, c'est des choses comme ça. Bon, les paysans, ils vont pas danser là-dessus. Hein. Hein? Oui, des bourrées, mais c'est pas la bourrée que dansent les Auvergnats. Non. Hein. Bon, enfin, bref. Bon, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, hein, et donc ça, c'est important de comprendre cette période-là et ce qui anime tout ce mouvement intellectuel hein, de cette classe sociale qui est en train de prendre le pouvoir, qui a le monde pour elle hein, et qui affirme ses idéaux. Et ces idéaux, c'est pas la lutte de classe hein, du tout. Ces idéaux, c'est les hommes sont tous frères. Hein, embrassons-nous, on est tous frères, il faut se débarrasser des contingences qui sont héritées du Moyen-Âge, etc. etc. Hein, et la vie naturelle fera en sorte qu'on s'aimera tous et que la société sera parfaite. Et là aussi, je caricature, hein, d'accord? Mais c'est ce mouvement intellectuel-là qui va se concrétiser dans les 40 ou 50 ans de la musique savante occidentale qu'on appelle la période classique, hein, essentiellement. Ensuite, hein, avec les romantiques, la génération qui est née en 1810 ou 1811, c'est-à-dire Franz Liszt, Schumann, Chopin, etc., ceux-là, c'est déjà d'autres préoccupations, c'est d'autres problèmes. Et puis la génération encore après, hein, les Dvorak, Smetana, puis ensuite Bartók et tout, quand ils vont aller voir les paysans, c'est pas les paysans d'Europe occidentale, parce que ceux-là, ils sont de France, d'Allemagne, etc., ou d'Italie, hein, parce que ceux-là, ils ont été, je ne sais pas si c'est la musique classique de Mozart et de Beethoven qui les a gagnés ou si c'est l'inverse, il y a une sorte d'osmose, mais il n'y a pas vraiment de folklore. Hein. Ils sont obligés d'aller pour trouver des choses originales en Russie, en Pologne, dans les Balkans, etc. Et c'est absolument pas l'universalisme de la période classique. Hein. C'est pour des raisons, je vais dire nationalistes, mais c'est pas nationaliste parce que le nationalisme c'est un programme politique, mais pour des raisons de donner un aliment national à leur nation, etc., etc. C'est tout à fait autre chose. Dans la démarche au moins. Voilà. Bon, donc sur le classicisme, ça suffit. Hein. Bon, alors l'opéra, 2 mots sur l'opéra. L'opéra, c'est quelque chose de récent, hein, de récent, de relativement récent en tant que forme musicale organisée, quand Mozart en compose. Ça date du tout début du XVIIe siècle, même un an ou deux avant le début du XVIIe siècle. Globalement, on a l'habitude de le faire dater par un opéra qui est resté célèbre, parce que c'est un chef-d'œuvre, hein, qui date de 1607, Orfeo de Monteverdi. Voilà. Bon. Et ensuite, ce sont les villes italiennes, hein, les villes italiennes qui sont parmi les plus avancées d'Europe. Hein. Parce qu'ailleurs, c'est la cour et l'église. Dans les villes italiennes, même si elles sont tenues en main par des condottieri ou des nobles, etc., en fait, c'est la bourgeoisie. Hein, et il y a une bourgeoisie numériquement importante. Hein. Et donc, cet opéra naît, et bon, il va naître en Italie, à Venise, à Florence, à Rome, etc. Et il va se passer... donc il va prendre sa forme un peu définitive pour l'époque à Naples. Alors les Italiens, donc la bourgeoisie, la petite bourgeoisie urbaine hein, italienne, c'est des gens qui chantent. Hein, ils adorent ça, c'est de tout temps. Hein, et ils s'emparent de tout ce qui peut se chanter. Bon, c'est pas comme moi. Et donc, va se mettre en place à Naples, dans les années 1710-1720, une forme d'opéra bien formalisée qui s'appelle l'opéra seria. Seria pour sérieux. Et ça va être un opéra qui s'adresse, ou qui est lié à l'aristocratie. Hein, donc les princes, hein, Monteverdi, c'était pas un opéra seria, c'était avant, mais il a fait Orfeo à Mantoue, hein, donc les Gonzague, les ducs de Mantoue, tout ça. Bon,
Et cet opéra seria, il va avoir des sujets d'ordre mythologique ou de célébrer la vie de grands hommes ou les épisodes de la vie de grands hommes, hein, c'est-à-dire de gens que les aristocrates qui écoutent, auxquels ils peuvent s'assimiler. Hein, donc Orphée, hein, le premier, Handel va écrire un Jules César, bon, il y en a des tonnes comme ça, hein, c'est des sujets mythologiques ou inspirés de la vie présumée des grands hommes. L'Idoménée. Oui. Mozart, il va faire par exemple un opéra qui s'appelle Idoménée, hein, qui est un opéra seria, un autre qui s'appelle La Clémence de Titus, hein, Titus, donc encore un truc d'antiquité gréco-latine. Bon, et l'opéra seria, ça va durer jusque à peu près la mort de Mozart. Mozart, il va faire ça aussi, hein, il va le faire aussi. Et cet opéra seria, en réalité, c'est alors l'opéra en général, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, d'un certain point de vue supérieur, enfin différent du cinéma, mais d'un certain point de vue supérieur. En tout cas à l'époque, c'était vraiment l'art total. C'est à la fois la musique, le drame, la peinture, la danse, la chorégraphie. Enfin bon, c'est un spectacle tout à fait total. Et je vous engage vivement à aller voir les opéras à l'opéra. C'est pas si cher. Enfin, à Paris bien sûr, même, mais c'est pas si cher. Et maintenant, avec les moyens modernes de communication, ce n'était pas le cas de moi quand j'avais 20 ans, mais maintenant, ils sous-titrent, hein, pratiquement systématiquement, ils surtitrent, hein, en traduisant les opéras italiens ou allemands, hein, chantés en italien ou en allemand, et donc on comprend tout. Hein. Et même d'ailleurs, les opéras français, parfois, ils sont surtitrés parce que donc c'est des cantatrices roumaines qui chantent, et c'est totalement compréhensible. Bon, mais voilà. Ou alors, à la rigueur, hein, sur YouTube ou sur des DVD, mais si vous avez des sous-titres, autrement vous perdez la moitié, si ce n'est les 3/4 de la chose. Hein, parce que la musique en soi, bon, on verra. Donc dans l'opéra, il y a plusieurs choses. Donc il y a l'ouverture, hein, on commence par ouvrir. Hein, l'ouverture, c'est très simple, ça ouvre. Hein. Alors, c'est à la fois le rôle de la sonnerie qui vous appelle quand vous avez une pièce de théâtre, hein, vous êtes dehors en train de boire un coup, puis ça se met à sonner, il faut que vous alliez rejoindre vos places, et puis en même temps, c'est quand même un acte musical, et par exemple de l'Orfeo de Monteverdi, bon, alors, ici on a des moyens assez faibles du point de vue de la reproduction sonore, de tout n'importe chanter. La 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 la. La 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 la. Voilà, c'est ça, ouverture. On répète, hein, autant de fois qu'on veut. Je crois que Monteverdi a dit ou écrit quelque part que vous pouvez le répéter 3 fois, mais enfin bon. Point. Hein, donc c'est en plus, j'allais dire c'est chanté, non, mais c'est joué par les vents, les instruments à cuivre, etc. Donc c'est vraiment la sonnerie, la fanfare. Monteverdi appelle ça une toccata, je crois. Bon, donc il y a cette fonction-là, et donc, qui vous dit, ça y est, ça va commencer, asseyez-vous, éternuez, mouchez-vous. Tu l'as, toi? Vas-y voir, si j'ai chanté ce qu'il fallait. 1 minute. Oui, c'est ça. C'est pas ça. C'est encore plus... Bon, je ne sais pas ce que j'ai chanté, mais c'était pas l'ouverture de l'Orfeo. Mais alors, tu dis, Louis-Marie? C'est une grosse fanfare. Hein. Oui, c'est une fanfare. Bon. Mais bien sûr, les musiciens étant ce qu'ils sont, ils vont vite, en quelque sorte, adapter, convertir cet appel au peuple, hein, pour que les gens se taisent, qu'ils se mettent, etc., en morceaux de musique. Et le morceau de musique, ça va être la musique qui se faisait ailleurs qu'à l'opéra. Et en particulier un morceau qui s'appelle Sinfonia. Alors là, bon, c'est la Sinfonia italienne, bon, enfin, l'ouverture, hein, l'ouverture à l'italienne, hein, un petit morceau, c'est pas très long, hein, qui est vif, avec une partie rapide, une partie lente, une partie vive, hein, qui va servir d'ouverture. Bon, voilà. Et assez rapidement, les musiciens vont essayer d'introduire dans leurs ouvertures, qui vont prendre de l'importance au fur et à mesure, introduire dans leurs ouvertures des éléments du drame qui va suivre.
par exemple, Beethoven, qui fait partie aussi, c'est la fin du classicisme d'un certain point de vue, il va faire un seul opéra, Fidelio, et 3 ouvertures, hein, enfin 4, parce qu'il y a l'ouverture de Fidelio, et 3 ouvertures dites de Léonore, t'as Léonore 1, Léonore 2, Léonore 3, bon, parce qu'en fait, le héros de Fidelio, c'est une héroïne, hein, bon. Bref, ouais, ça s'est appelé Fidelio, mais c'est Léonore, l'élément central. Et chacune de ces ouvertures, à sa manière, raconte un peu le drame, hein, introduit le drame, raconte le drame, et elles sont jouées, parce que c'est quand même Beethoven, c'est pas n'importe qui, ça se tient tout seul, il n'y a pas besoin qu'il y ait un opéra qui suive, ça se joue en concert comme un morceau symphonique lambda. Mozart, lui, il va faire ça aussi, mais un peu moins. Par exemple, l'ouverture, c'est ce que vous avez passé, Julien, tout de suite. À mon avis, l'interprétation, c'était un peu lent, bon. Mais la caractéristique de l'ouverture, mais ce n'est pas de la faute de Julien, c'est pas moi, je le ferai plus vite. Bon, mais bref. Et cette caractéristique, par contre, dans cette ouverture-là, il n'y a pas, en tout cas d'après ce qu'on peut voir, d'appel à la pièce qui est après. Par contre, il y a une atmosphère, hein, et l'atmosphère, c'est extrêmement précipité, hein, pour les techniciens et amateurs de... bon, c'est une forme sonate sans développement, enfin, et les 2 thèmes principaux sont reconnaissables et sont des thèmes qui vont de l'avant, qui se précipitent, etc. Et ça donne, bon, en tout cas ça peut donner, quand on est bien disposé, une idée de l'opéra qui va suivre, hein, puisque son titre alternatif, c'est La folle journée. Hein, en tout cas chez Beaumarchais, je ne sais pas si l'opéra a ce titre-là aussi. Et donc ça cavale dans tous les sens. Par contre, dans Don Giovanni, il y a... Oui, vachement d'extraits. Je me dépêche, j'arrête. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Ah oui, l'opéra bouffa. Donc on en était à l'opéra seria. Donc cet opéra seria, ouverture. Ensuite, l'action théâtrale, dramatique, elle est portée par ce qu'on appelle des récitatifs. Alors les récitatifs dans l'opéra seria, ils sont dits secco, la plupart, hein, la quasi-totalité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui parle, qui fait une sorte de sprechgesang avant la lettre, qui parle en chantant avec de vagues accords posés sur des basses au clavecin en général, ou avec une autre basse continue dont notre ami ici est spécialiste. Hein, mais ça va très très vite et c'est pas très intéressant musicalement, sauf exception. Hein. Ça raconte une histoire. Ça raconte une histoire, c'est la pièce de théâtre en quelque sorte. C'est comme si c'était des gens qui parlaient. Bon. Et puis, ces récitatifs secco introduisent des arias, des airs, hein, des arias, qui sont, d'un point de vue technique, des arias da capo dans ce type d'opéra, c'est-à-dire des moments où le chanteur ou la chanteuse, le personnage, exprime des sentiments, exprime un point de vue, des sentiments, et c'est là que les compositeurs d'opéra bouffa d'opéra seria vont introduire la musique, hein, la vraie, la belle, la bonne, hein, celle qui fait pleurer, qui fait rire, qui fait réfléchir, etc. Bon. Voilà. Et puis, alors, mais cet opéra seria, donc, qui est plutôt aristocratique, à Naples, je ne sais pas exactement quelle en est la raison, mais je pense que ça leur cassait un peu les pieds, hein, au public populaire napolitain, et entre les actes de l'opéra seria, il va y avoir des petits intermèdes basés sur la commedia dell'arte, qui vont être chantés très rapidement, et ça va donner naissance à ce qu'on appelle l'opéra bouffa, c'est-à-dire, du point de vue général, une sorte, pas d'irruption, mais d'intervention de la foule, hein, du peuple, hein, dans ces histoires mythologiques, etc. Et ça va se détacher de l'opéra seria et devenir un genre en soi. Et les caractéristiques vont... donc on trouve, bon, il y a Pantalon début, un Pantalon, Colombine, etc. Enfin bon, tous les personnages de la commedia dell'arte, y compris le Magnifico et son valet, dont j'ai oublié le nom en italien, hein, le couple maudit, c'est assez stéréotypé. Et ça va se retrouver dans Mozart, par exemple Don Giovanni et Leporello, ou bien le comte et notre ami Figaro.
Voilà, donc, et la caractéristique de cet opéra bouffa par rapport à l'opéra seria, c'est qu'il a beaucoup plus de personnes, enfin, beaucoup plus de vie et des sujets populaires qui mettent en jeu des personnages contemporains et qui parfois sont des représentants d'idées sociales, politiques, humanistes, etc. Bon, il y a un peu de tout. Et aussi, d'un point de vue technique, il va y avoir des sortes d'opéras dans l'opéra parce qu'ils aimaient bien mettre le maximum de monde sur scène. Et donc, à la fin de chaque acte, et surtout à la fin du deuxième acte et du quatrième acte, il va y avoir ce qu'on appelle les finales, c'est-à-dire où tout le monde déboule sur la scène et ils se mettent tous à chanter. En même temps, voilà, et ils ne chantent pas forcément toujours la même chose. Je suis sérieux là, parce qu'il est 6h moins 20, et il faut vraiment qu'on avance là, parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire. C'est évident, je vais devoir sabrer pas mal de choses. Bon, alors très très vite, donc je vais accélérer, sur bon, d'abord le mariage de Figaro quand même, parce qu'il faut comprendre, le titre de l'atelier, c'est un opéra qui est contestataire, donc subversif. Alors, le mariage de Figaro de Beaumarchais, il a été écrit en 1778, il a été lu à la Comédie Française en 1781, et seulement donné au Théâtre François, c'est l'actuel Odéon, en 1784, donc après plusieurs années de censure. Louis XVI a dit de la pièce qu'elle était, je cite, exécrable, se joue de tout ce qui est respectable, et dont la représentation ne pourrait qu'être une inconséquence fâcheuse, sauf si la Bastille était détruite. A l'inverse, Danton a dit d'elle que Figaro a tué la noblesse. Alors il est vrai que de façon tout à fait transparente, il s'agit d'un hommage à la bourgeoisie ingénieuse, qui s'est faite elle-même face à une aristocratie dévergondée, qui ne sait que se raccrocher à des privilèges dépassés. Or, le tout se fait à travers un vaudeville mené de main de maître, où l'on va de rebondissement en rebondissement. Alors de plus, Figaro n'hésite pas à mobiliser les paysans et les serviteurs du domaine du comte Almaviva, dont il est le valet, pour déjouer un plan drague du comte, qui concerne au premier chef, puisqu'il s'agit de celle qu'il doit épouser, à savoir Suzanne. Donc Figaro monte tout un scénario pour faire confirmer par le comte l'abolition du droit de cuissage. Alors, tout ça, évidemment, ça déplaît forcément à la noblesse de voir qu'on mobilise les paysans contre elle, etc., etc. Donc il y a quand même vraiment un caractère subversif déjà à la base dans la pièce de Beaumarchais. Alors pour la compréhension des relations entre les personnages, le mariage de Figaro fait suite au Barbier de Séville, du même Beaumarchais, qui avait été écrit 3 ans plus tôt. Alors dans cette pièce-là, Figaro, qui est barbier, donc comme son nom l'indique, de son état, ancien valet du jeune comte Almaviva, aide ce dernier à enlever la belle Rosine, qui est orpheline, sous la tutelle d'un certain Bartolo, qui la garde jalousement pour l'épouser lui-même. Alors ces personnages, on les retrouve évidemment dans le mariage de Figaro. La pièce a donc été reprise par Mozart et Da Ponte. Da Ponte, c'est l'auteur du livret. Alors elle rencontre un joli succès à Vienne, mais elle est retirée car elle déplaît, vous devinez pourquoi, à la noblesse viennoise. Mozart la donne ensuite à Prague, où elle rencontre un gros succès. Et il faut dire que le livret de Da Ponte est absolument remarquable. Non seulement il est très fidèle à la pièce, mais tout, les répliques, la façon dont les personnages sont campés, tout est d'une extrême finesse, servi par une musique, bon, vous verrez bien, tout simplement géniale. Il n'y a pas un seul air dans les noces qui ne soit pas un chef-d'œuvre. Alors, je voudrais quand même vous montrer le lien entre le texte de Beaumarchais et la traduction qu'en a faite Da Ponte. Évidemment, il y a une traduction, parce que c'est un opéra, donc on ne peut pas dire exactement les mêmes choses. Donc, Beaumarchais, il y a par exemple ce texte du défi, parce que quand Figaro apprend le plan drague du comte, évidemment, il n'est pas content, et il lance ce défi. Alors, le défi de Beaumarchais est placé presque à la fin de la pièce, à l'acte 5, et je vous lis le défi, parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous donc fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire. Tandis que moi, morbleu, perdu dans la file obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Et vous voulez jouter? Donc ça c'est vraiment l'ère du défi. Voilà comment le traduit Da Ponte. Lui par contre, presque au début de l'opéra. Donc c'est Figaro, donc à propos des visées du comte sur Suzanne. Non, cela ne sera pas, Figaro vous le dit. Et puis les paroles de l'ère du défi, que vous entendrez tout à l'heure. S'il veut danser, monsieur le petit comte, de la guitare je lui jouerai. S'il veut venir à mon école, la cabriole lui apprendrai.
Je saurais, mais doucement, en dissimulant, je pourrais bien mieux découvrir tout le mystère. Donc il y a la traduction, vous verrez la musique, les personnages sont extrêmement expressifs, hein, qui traduit ça, donc tout le mystère en maniant la ruse, en l'adoptant, piquant ici, plaisantant là, toutes ces machinations je renverserai. Voilà, alors donc l'opéra lui-même, déjà les personnages, donc il y a le personnage du comte Almaviva, hein, qui est un grand d'Espagne, hein, il est chanté par un baryton, et dans notre pièce à nous, il est chanté par Dietrich Fischer-Dieskau. La comtesse Almaviva, qui est une soprano, hein, qui est donc la Rosine du barbier de Séville, qui est devenue comtesse, elle est ici chantée par Kirite Kanawa. Suzanne, la fiancée de Figaro, donc, qui est camariste de la comtesse, la fiancée de Figaro, elle aussi soprano, et chez nous, elle est chantée par Mireille Lafreni. Figaro, c'est une basse, hein, qui est chantée ici par Hermann, j'ai perdu le nom, ça reviendra, c'est une grande basse. Et il y a quelques autres chanteurs, enfin quelques autres personnages, que je cite quand même. Donc il y a Chérubin, qui est un des grands personnages de la pièce. C'est le page du comte. Hein. Alors il était chanté par un castrat, et aujourd'hui donc on le fait chanter en général par une soprano déguisée en garçon. Marceline, c'est un personnage bouffe, justement, un personnage ridicule, qu'on verra à travers qui est chanté par une soprano. Bartolo, le même qui était le tuteur de Rosine, hein, qui est donc médecin à Séville. Basile, le maître de musique, hein, un ténor, qui lui est un odieux personnage, qui drague, enfin bon bref, vous verrez bien. Donc Porcio, qui est un homme de loi, qui va essayer d'appuyer justement Basile, etc., dans tout un imbroglio que je vous décrirai tout à l'heure. Et enfin, un personnage vraiment d'opéra bouffe, le jardinier du comte, Antonio, hein, c'est l'oncle de Suzanne, et il a une fille qui est Barberine, dont on sera aussi amené à parler. C'est un personnage un peu secondaire dans l'opéra, mais avec des airs absolument extraordinaires, enfin en tout cas avec un air extraordinaire, et c'est une soprano. Alors, il y a aussi les paysans, les serviteurs, etc. Et donc là, tout est supposé se passer donc, au château du comte Almaviva. Alors je vais vous donner le truc très rapidement. Donc l'acte 1, de bon matin, on est dans une chambre du palais. Figaro, le valet du comte, doit épouser aujourd'hui Suzanne, qui est la camériste de la comtesse. Alors qu'il se prépare à emménager dans une nouvelle chambre, il s'aperçoit que plusieurs obstacles jalonnent son chemin. Bien qu'il vienne d'abolir le droit de cuissage, le comte poursuit Suzanne de ses assiduités et s'ingénie à retarder les noces. De son côté, la vieille Marceline détient une promesse de mariage de Figaro qu'elle entend faire valoir avec l'aide du docteur Bartolo, ennemi juré de Figaro. Par ailleurs, le page Chérubin apparaît toujours là où on ne l'attend pas, notamment auprès de Barberine, la fille du jardinier, Antonio. Quant à Don Basile, le maître de musique, il redouble de manigance. Voilà l'acte 1. L'acte 2, ça se passe plus tard dans la chambre de la comtesse. Figaro expose ses plans à sa fiancée et à la comtesse. Suzanne devra feindre d'accepter un rendez-vous du comte, mais c'est Chérubin qui s'y rendra déguisé en femme. Et la comtesse n'aura plus qu'à confondre son époux infidèle. On fait venir le page pour essayer le déguisement, mais le comte arrive sur ces entrefaites, quiproquos et malentendus se succèdent. Suzanne et Figaro rattrapent la situation, mais à la fin de cet acte mouvementé, tout est à recommencer. Marceline survient en compagnie de Bartolo et de Don Basile afin de réclamer justice. Le comte saisit ce prétexte pour repousser les noces une fois de plus. L'acte 3, c'est l'après-midi dans une salle du château. Reprenant le plan de Figaro sans l'en avertir, Suzanne fait croire au comte qu'elle accepte ses avances et lui donne un rendez-vous nocturne. Marceline et ses acolytes paraissent pour être confrontés à Figaro devant le notaire, mais au fil de leurs explications, Marceline comprend que Figaro est l'enfant qu'elle a eu de Bartolo dans sa jeunesse. Donc, réconciliation générale, double mariage, Bartolo décide en effet d'épouser Marceline. Après la bénédiction des deux couples, tous dansent un fandango. Suzanne a juste le temps de glisser un billet au comte. Billet qui est supposé être fermé par une épingle que Barberine est chargée de donner le message et de rapporter l'épingle comme preuve que le message a été délivré. Alors, par une indiscrétion de Barberine, Figaro apprend que Suzanne a donné un rendez-vous secret au comte. Il s'étrangle de rage. Pour le punir de ses soupçons, Suzanne susurre un chant passionné dans la nuit. Elle sait pertinemment que Figaro le croit destiné au comte.
Puis les femmes mettent leur plan à exécution. La comtesse a échangé ses vêtements avec ceux de Suzanne et elle attend le comte au rendez-vous convenu. Mais Chérubin, qui a une fois de plus troublé le jeu, et la jalousie de Figaro complique encore la situation. Le piège finit toutefois par se refermer sur le comte, qui en vient à courtiser sa propre femme déguisée en une autre. Confondu, il est obligé d'implorer un pardon que la comtesse l'accorde généreusement. Voilà voilà ce que c'est. Voilà ce que vous allez voir. Et donc maintenant, écoutez, on va essayer de le voir en musique. Alors j'ai un problème, c'est que je n'ai absolument pas réussi à trouver les fichiers sous-titrés, du moins sous-titrés en français. Et donc, je vais devoir, je ne sais pas comment, on va voir ce que ça va donner, essayer de vous mettre à côté le livret, enfin les paroles. Les paroles en italien, en français, traduites. Voilà, ça va raccourcir la... On va voir ce que ça donne. Si ça ne marche pas, tant pis, on se passera de... Enfin, c'est dommage, comme l'a dit tout à l'heure Alain. Alors, il me faut la fiche. Voilà, si tu peux allumer, et je vais... Si je reste là, je n'empêche pas le... Non. C'est bon. Parce que là, il faut que je suive la pagination correspondante. Je sais pas, il se passe rien. C'est allumé ou pas? Il est pas branché, on dirait. Mais ça a l'air complètement S'il n'est pas branché, ça ne va pas s'allumer. Ça, c'est une Ah bah oui. condition Mais nécessaire. en dessous, là, il y a le branchement. Là, mais C'est c'est vraiment qu'il y a des Maintenant, c'est bon. techniciens Il ici. fallait allumer la multiprise, c'est bon. Ça dit quoi? Non, C'est rien. pas. Ouais, c'est pas. Est-ce que la multi est branchée? Alors peut-être, non, la multiprise n'est pas branchée. c'est deux. Avec ça, ça va Oui, marcher. puis là, voilà. Ah, ça y est. Couche par couche. Voilà, On va y arriver. Voilà, là ça devient rouge. ça devient bleu, ça y est. Ouais. Au revoir. Non, il faut attendre. Vous avez fait un test pour la lumière ou pas? La lumière, c'est C'est bon, on ne peut ça rien fait faire de bon. plus. Non, mais c'est bon, c'est bon, là, puis pas. tiens. Ah non, mais ça, c'est bon. Hein, ça, on l'a testé plein de fois. Non, si, on a vu. Voilà, ça y est. Tu tournes l'écran vers la droite et vers la Non, droite. mais ça va. Ouais, on aurait mieux fait de se mettre dos. Dos à la lumière. C'est bon. Il est au max. Là. Mais il n'y a pas de signal. Non, mais ça a été testé au truc précédent, donc je sais que c'est bon. Les réglages sont bons, il faut juste que ça apparaisse à l'écran. On attend que ça change. Il n'y a pas de signal, Kain signal. Bah, on voit que c'est. On voit mon truc. Changer la source sur Bon, visiblement, tu n'es pas connecté au rétro. Sur Enfin, l'écran, c'est branché en ouais. HDMI. C'est du HDMI qui est branché à l'ordinateur. Là, il faut mettre HDMI. Ouais, j'arrive. Voilà, là t'as fait le Là, bon. on a deux secondes. Des subs. Oui, il faut mettre son C'est HDMI. télécommande. Oui, oui. Oui, bah, Il y a une télécommande normalement qui Oui, permet. mais je sais, je l'ai. Ça veut toujours Elle est pas. ou pas Elle est vachement sensible. ça y est, c'est bon. Ça va. Elle est vachement sensible, cette. Faut que tu mettes Bestätigen. Est-ce que peut-être si tu baisses et tu descends avec Elle est les débile, flèches cette. et Ça valide pas. tu peux. Ouais, bah, vas-y, tu amuses toi. Ce que vous avez pas dit, c'est tout en italien. Hein. Juste t'appuies pour Il y a un cadenas sur cadenas. l'écran. Ok. Bien, juste C'est sur vrai que la c'est viande. mieux. Oui, bah, j'ai fait ça. Mais en fait, juste t'appuies pas sur le bouton quand tu Ouais, laisses, bah, laisse je comme sais. ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu laisses, Il n'y voilà. a pas de. Ok. Ça y est, Ça marchait. ça y est, on est HDMI. Ça y est, ça y est. Ah, bah ouais. Ah, merveille. Ah, bah oui, bah c'est pas mal ça. Tu fais avancer le texte. L'image, c'est pas terrible.
sembra fatto in per te. Sia come ora è più bello. Ora sì che io sono contento, sembra fatto in per te, per te. Al mattino non si diceva, ma perdon che tuo tenero sposa, questo bel cappellino mezzoso, e Susan è la stessa si fe, e Susan è la stessa si fe, Susan è la stessa, e Susan è la stessa si fe, stessa si fe. Je vais quand même vous faire entendre le récitatif qui suit, hein, au moins un petit bout, parce que ça correspond à ce que nous a expliqué Alain sur le récitatif accompagné par, là, ici ce sera un clavecin. Cosa stai misurando? Che fiocchi che detto? Io guardo se quell'etto che ci destina il conte fare buona figura in questo noto. In questa stanza? Certo, a noi va cielo generoso il padrone. Io per me te l'adoro. E ragione? La ragione la qui. Perché non puoi farmi passi un po' qui? Perché non voglio. Sei tu che servono. Ma non capisco. E perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo? Perché sono Susanna. E tu sei pazzo. Oh, grazie. Non tanti elogi. Guarda poco se potrei meglio stare in alcoloso. Alors, comme dit par un récitatif, ça introduit un air que je vais quand même vous laisser un petit peu parce qu'il est quand même assez rigolo. Se a caso madama alla notte ti chiama, madama ti chiama, din din, in due passi da quella puoi dir. Vien poi l'occasione, e vuoi il padrone, e vuoi il padrone. Dom dom, i tre salti dovranno servire. Così se il mattino il cuore tutti, il cuore tutti, dindì, e poi mondo tremila lontano. Dom, a mia porta il diavolo porta, ed ecco che sei. Susanna pian pian, Susanna pian pian, Susanna pian pian, pian pian, pian pian. Ascolta, fa presto. Donc voilà,
voilà, donc là, elle lui explique, elle explique la situation, et donc évidemment, Figaro est très content. Et ça nous amène à la deuxième scène où Figaro est tout seul. Et là, c'est l'air. Comment? Là, c'est l'air. Figaro, il fait l'air sur le continent. Alors, non. T'as pas écouté? Non. Schietto tutto il vostro progetto. C'est la fin du récitatif qui précède. A Londra è vero, voi ministro, io corriero, e la Susanna. Segreta ambasciatrice, non sarà, Figaro il dice. E vuol ballare, signor Contino, se vuol ballare, signor Contino, il chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò. Se vuol venire nella mia scuola, la capriola l'insegnerò. Se vuol venire nella mia scuola, la capriola l'insegnerò, sì, l'insegnerò, sì, l'insegnerò. Saprò, 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 ma piano, piano, piano. E io caro di simuletto scoprir potrò. L'arte scarpendo, l'arte toccando, di qua fuggendo, di là scherzando, tutti le parti e come sarò, come sarò. L'arte scarpendo, l'arte toccando, di qua fuggendo, di là scherzando, tutte le parti e come sarò, tutte le parti e come sarò, tutte le parti e come sarò, come sarò, come sarò. J'interromps parce qu'il faut avancer, c'est la répétition après de l'air, il reprend ses voix ballades, etc., etc. Donc voilà l'air du défi. Alors, je ne vais pas tout vous passer parce qu'on leur tourne, mais je voulais quand même vous passer un grand air de Chérubin. Alors Chérubin, donc, c'est le page du conte. Alors c'est le personnage qui est dans, enfin, à la fois qui sert à rien dans la pièce et qui est au centre de tout. C'est l'adolescent, hein, je sais pas quel âge il peut avoir, 16-17 ans. Il y a deux adolescents dans la pièce. Chérubin, 16-17 ans, et Barberine, pareil, qui sont du même âge d'ailleurs. Ils sont amoureux l'un de l'autre, enfin plus ou moins, enfin amoureux c'est compliqué parce que Chérubin est amoureux, comme vous allez l'entendre, de toutes les femmes. Donc il y a l'expression de ces émois adolescents qui est assez extraordinaire, dans un air qui est absolument magnifique. Chérubin, on va le retrouver partout, et tout le monde l'aime. Hein. Il y a une situation, enfin, vous verrez plus tard, hein, il y a une relation extrêmement ambiguë avec Suzanne, une relation extrêmement ambiguë avec la comtesse. Hein, elles n'arrêtent pas de le papouiller, sont tout autour de lui, etc. Ce qui rend Figaro légèrement jaloux, et le comte n'en parlons pas, parce que le comte en plus il a le pouvoir de le virer. Mais donc voilà, Chérubin, c'est vraiment le personnage qui sert à rien et qui est au centre de tout dans cette pièce. Alors donc je vais essayer de vous trouver l'air, enfin je vais y arriver, je pense. Il faut que je dise ça provisoirement. Non, c'est pas ça. Voilà. Comment on fait pour rétablir? Là où il avec la flèche. Hein? Oui,
là, vous Ça, là, La croix, la croix. Et là, Ah, merci. voilà. Mais je veux réduire Et quand c'est même. celui, C'est celui-là. Ah, voilà. Parce que j'ai besoin, lorsque je comprends pas, c'est pour voilà, merci. Il me faut ça. Ah, Je vous ai dit qu'il y aura quelques pubs, c'est obligé. La suite. Encore une pub, n'est-ce pas? Merci. Alors, Non più. ça, c'est la suite. Alors donc, il se trouve que le comte rentre, voit Chérubin donc, avec la comtesse, etc. Ça ne lui plaît pas du tout, et parce qu'il a déjà surpris le matin chez Barberine, enfin bon, bref, partout où il veut aller, c'est-à-dire en fait, partout où il y a une fille qui l'intéresse, il trouve Chérubin sur son passage. Alors bon, il en a un peu marre, donc il décide de le virer et il l'envoie aux armées. Et comme Figaro est un peu jaloux aussi de Chérubin, ça donne cet air de moquerie où il lui dit tu vas partir aux aigles. Farfallone amoroso, notte di giorno girando, delle venne trovando il riposo, non si sento ad occhino d'amor. Delle venne trovando il riposo, non si sento ad occhino d'amor. Non vi avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e cantante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello
cannoni, che le pallano tutti i pugni all'orecchio fa il fischiar. E non piovrai quei pennacchini, e non piovrai quel cappello, e non piovrai quella chioma, e non piovrai quell'aria brillante. Non piovrai il vantaggio amoroso, non che giorno di giorno girando, delle mente tornando al riposo, non ci sento a bacino d'amore. Delle mente tornando al riposo, non ci sento a bacino d'amore. Che rubino alla vittoria, alla gloria militar, che rubino alla vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria Voilà, ça c'est la fin du premier acte, qui se termine bon, sur cette thésie. Enfin, alors. Donc, l'acte 2 va commencer par une scène avec le grand air. C'est la première fois qu'on va voir le grand texte. Jusqu'à présent, l'acte 1 s'est passé, on ne l'a pas encore vu. Et là, donc, on va la voir, et elle est seule dans sa chambre, comme à peu tout le temps. Et c'est ce dont elle se plaint dans un air où elle regrette son amour perdu. Attendez, je vais d'abord aller à la page, comme ça va changer. Je serai pas à la bourre des pages. Voilà, je sais pas, C'était dessus. 41, oui, pardon, j'étais dessus.
On va lui chanter. Oui, ce que je voulais dire, c'est en fait c'est un opéra filmé, donc c'est un choix du cinéaste en fait de pas la faire chanter. Elle appelle la mort et on la voit, mais elle chante pas. Donc bon, c'est des choses qu'on ne voit que parce que c'est un opéra chanté, un opéra filmé en fait. C'est un C'est des du gros cinéma en fait. C'est voilà. un des gros avantages du film sur le truc, parce que quand vous avez à l'opéra sur scène quelqu'un qui est supposé parler tout doucement, ou etc., donc là, dans les oreilles, on chante le chant d'amour et on assourdit son partenaire en chantant, donc ça, ce sont des choses qui sont totalement évitées au cinéma, justement. Ah oui, mais du coup, c'est plus de l'opéra. Bah, L'opéra, C'est du cinéma, exactement. C'est du cinéma, c'est un choix de C'est du la cinéma. C'est dommage. C'est un choix de faire qu'elle pense ce qu'elle chante, mais qu'en fait, quand on la voit, elle ne chante pas. Enfin, c'est Alors, un truc. comme on barbare. débattra tout à l'heure, si vous voulez, je continue quand même. Donc voilà. Alors, Alors Chérubin, il n'est pas parti. Il a l'intention de mettre le bazar jusqu'au bout de cette journée, donc il n'est toujours pas parti. Et bon, ok, il a été un peu, comme vous l'avez vu, abasourdi par l'envoi, par le fait qu'il doit partir aux armées. Mais en attendant, il continue à être amoureux de Suzanne, de la comtesse, etc. Donc il fait le siège de Suzanne pour obtenir d'elle qu'elle lise à la comtesse un petit poème de sa composition. Et Suzanne lui dit, bah, écoute, non, le plus simple c'est tu te déguises en fille, je t'emmène chez la comtesse et puis tu lui chanteras toi-même. Et donc voilà ce que ça donne. Normalement, ça doit donner quelque chose que j'ai là. Oui, c'est ça. Nutella, voilà, et maintenant nous avons cette terre. Alors, il faut que j'aille à la page 45, c'est pas très loin. Donc, ce qu'on a au cinéma, on peut faire beaucoup de choses. À l'époque, ils changeaient les costumes. Il y avait beaucoup de travestis, et entre autres, là, un air avec déguisement pour compliquer les situations. Tout à fait. Parce qu'en plus de ça, ils avaient parfois pénurie de chanteurs, donc une chanteuse pouvait jouer plusieurs rôles. Là, c'est sur plus ça. Hein Là, c'est pas ça. C'est bien Non, ça, le c'est plus du déguisement pour compliquer la situation. Après, il a peur. Hein.
bien, il est beau, il est mignon, et évidemment, il va y avoir plein d'imbroglio autour, je vous les passe. Et nous allons aller tout de suite à la fin de l'acte. Enfin, je vais essayer d'aller à la fin de l'acte. Je vais trouver ici. Où on va voir le ridicule arriver avec la présence donc de Marcellina qui vient revendiquer l'impossibilité pour Figaro d'épouser Suzanne puisque par contrat écrit il lui est promis. C'est qui Marcellina? Alors, ben voilà, ça se complique vachement parce que en fait Figaro a emprunté du fric à Bartolo. Et le contrat spécifie que s'il ne lui rend pas, il va épouser Marcellina. Et évidemment, c'est un panier percé, donc il n'a pas rendu le pognon. Et donc voilà, le voilà coincé, et là le comte, il est aux anges, parce que ça, dès qu'il a su l'affaire, il leur a dit revenez un peu plus tard, et ils vont donc faire irruption à la fin de l'acte 2, hein, pour foutre en l'air la noce, parce qu'on est supposé quand même se marier dans la journée. Et là, voilà que patatrac, c'est plus possible. Et donc, si j'arrive à caler ça à 1,37, 26, vous m'excuserez si c'est pas non. C'est 29, tant pis, je suis désolé, sinon ça va merder pendant longtemps. Mais voilà qui il contratto leggeremo, tutto la fine andare. Salvo la cosa
Voilà, donc le final de l'acte. Bon, là, c'est mal barré. Hein. Ils sont quand même dans la merde, parce que quand même les autres, vous remarquerez quand même que la société bien pensante, elle est contre l'amour, hein, parce que ils s'aiment les autres, puis bon, il faut casser ça par un mariage tout à fait discutable. Et ben Suzanne, elle se dit, là, on est dans la merde, donc il va falloir que je m'y mette, je vais essayer de sauver la situation. Et pour ça, ben, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, elle va reprendre le plan du comte, mais en l'agrémentant le plan de Figaro, en l'agrémentant à sa façon, et elle donne rendez-vous au comte, et donc elle fait semblant de lui céder, de lui céder, ce qui va donner cette terre. Alors je mets d'abord la page, et puis l'air. Ça va, si vous voulez partir? Non. On va finir. On n'en est qu'à la moitié de l'eau. Je vais peut-être sauter quelques airs quand même. Voilà, nous y sommes. On ne peut pas sortir par là. Non, ça on ne peut s'ouvre pas pas. ouvrir, sinon La on porte est l'aurait fait cassée. depuis très longtemps. La porte est cassée. Tu sors de C'est- l'autre côté. Non, c'est vraiment. Flo, mets-toi là, il y a un petit courant d'air. Ah, c'est mieux là. Je ne sais pas pourquoi on a fermé. Non, c'est fermé. Oui, non, mais tu as fermé le rideau et ça nous a fait J'ai monter fait la le rideau température. pour la. Oui. Donc, ça ne change rien alors. Voilà, donc c'est le comte qui attend. Je vais passer à l'air directement parce que d'abord il y a un petit récitatif où il dit je comprends rien. Je comprends rien à ce qui se passe. Alors il y a plein de moments où il comprend rien. E in palazzo è questo. Je suis bien emmerdé. Hein. Dragoni giardino. Ancora presso felice sempre adesso. Non so. Là aussi, il ne chante pas en fait. Non, il y a un récitatif, mais après c'est. Oui, mais c'est filmé C'est filmé sans chanter. sans qu'il chante. Ouais. Dove diami la Il mime. Donc bien sûr, ce que fait Suzanne, c'est d'accord avec la comtesse. Hein. Cielo, e vengano all'interno la Via Vergine tua, o Vergine medesima. Avanti sera dovrebbe ritornare. C'est des récitatifs. Cosa? Il pare che siete in caldo. Volete qualche cosa? Signore, la vostra sposa, ai soliti un po'. E no, potete ritenerlo per voi. Per me, e questi non sono male donne mie mani. Elle vient lui dire que sa femme veut des selles parce qu'elle se sent pas bien. Et elle lui dit, mais je vous les rapporterai. Elle lui dit, non, non, gardez-les pour vous. Et elle lui dit, mais c'est pas pour quelqu'un de ma condition. Chi io vi promisi? Quando? Sì, se avuto vesti intendere voi stessa. Crudel, perché finora farmi languire così? Perché, crudel, farmi languire così? Signore, la donna mia, che Un quel giardin per cai, se piace a e non mi mangerai.
son air de la joie, parce qu'il est très content, hein, je voulais juste vous faire remarquer la différence de tonalité entre la façon entre ce que dit, entre le chant du comte et les réponses de Suzanne. Lui, il chante en mineur, hein, bon, il est troublé, il est surpris, etc. Et elle chante sur des thèmes musicaux extrêmement symétriques, mais en majeur. Et on sent vraiment, lui, bon, il est mordu, quoi. Il est quand même. Et là, il va chanter sa joie. Se ne trova al convento, pieno di gioia il cor. Si sente al convento, pieno di gioia il cor. Un pensier d'invernare, se piacerai e non mi mancherai, verrai, sì, mancherai, dunque verrai, oh, sì, non mancherai, dunque verrai, sì, mancherai, sì. Mi sento dal sol spento, pieno di gioia il cor. Mi sento dal sol spento, pieno di gioia il cor. Pieno di gioia il cor. Pieno di gioia il cor. Quand elle était méchante, etc., etc. Et là, en sortant, il y a des gens qui viennent voir le comte, etc. Donc il ouvre une jalousie, hein, pour voir ce qui se passe, et il voit Suzanne croiser Figaro, et elle lui dit ta cause est entendue, on a gagné, t'as rien de mieux à faire, et on a gagné. Et là, le comte, évidemment, n'est pas du tout content, parce que, ma foi, c'est pas du tout ce qu'il voulait. Oui. Il se sent floué, ce monsieur. Ce qu'il est. Vraiment. Désolé. Ah oui, c'est vrai, mais je pensais. Alors, je dois aller. C'est pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? C'est très bien. On n'est plus à tout. Vous êtes perdu. Acte 3. Et c'est pas ce que je veux. Bah écoutez, je ne le trouve pas, donc on va laisser tomber. C'était l'ère du défi du comte qui dit je me vengerai, je me vengerai. Alors, à partir de là, on va avoir la comtesse et Suzanne qui prennent les choses en main. Voilà, parce que, voilà. Donc elles vont organiser tout ça dans le dos du comte et dans le dos de Figaro. Donc toutes les rencontres qu'il va y avoir dans le jardin, il va y avoir un monde fou dans ce jardin. Il va y avoir le comte, la comtesse déguisée en Suzanne, il va y avoir Figaro et Suzanne déguisée en comtesse, il va y avoir Chérubin qui va draguer tout le monde, il va y avoir Bartolo et Marceline qui vont être dans le coup, parce qu'on ne voit pas pourquoi ils ne seraient pas, et, etc., etc. Donc il va y avoir tout le monde dans le jardin, tout le monde va se croiser, tout le monde va venir, donc ça va être un joyeux bazar. Alors donc, je vous passe ça, donc, Consona Solaria, page 92.
Là, c'est l'ère de la complicité, en quelque sorte. C'est, comment s'appelle-t-elle, la comtesse, qui fait écrire à Suzanne un billet. Et donc, voilà, c'est ça. Bon, j'avais prévu d'autres airs, mais tant pis, on va les passer parce que voilà, on retourne. Et je vais vous mettre là un des airs les plus beaux de cet opéra, qui en comporte beaucoup. C'est donc l'air de Barberine. Alors vous avez compris que le billet, il doit être cacheté. Et le cachet, c'est une épingle. Et derrière le billet, il est écrit « Renvoyez-moi le cachet ». Donc évidemment, une fois que le comte aura lu le billet, il doit renvoyer l'épingle pour signifier que le message est bien arrivé. Et c'est Suzanne qui prend le billet, mais qui le confie à Barberine.
qui est donc la fille du jardinier, et Barberine. Alors je vous rappelle quand même que Barberine est soumise aux assiduités du comte, hein, qui est sur son dos, et là elle va revenir et elle a perdu l'épingle. Donc elle est très embêtée parce qu'elle ne peut pas remettre la preuve que le message est bien arrivé. Et donc tout cet air va se passer sur les paroles de « J'ai perdu l'épingle ». Et l'air est d'une tristesse infinie. Et il est clair que ce n'est pas l'épingle qu'elle a perdue. Hein, donc elle sort probablement des mains du comte et voilà, c'est un air de tristesse. Barbarina, cosa hai? Voilà. Donc, on va avancer. Hein. Je vais sauter des passages, tant pis. Mais j'espère que ça vous a donné envie d'écouter en entier, de le voir. Et donc, on va aller page 112. Au moins pour vous faire entendre quelques airs encore. Parce que la bouffonnerie du jardin est quand même l'occasion de très beaux airs. Là, je rappelle quand même les circonstances. Là, elle est en train, on est dans le jardin, là, ça y est, la fin se noue. Et elle sait que Figaro est là. Et elle va chanter un chant. Alors, elle sait que Figaro est là, et elle chante un chant dont elle sait que Figaro pense que c'est destiné au comte. Donc, ça va exciter la jalousie de Figaro, qui va être vénère, comme on dit. Et alors que, en réalité, c'est un chant d'amour qu'elle adresse à Figaro. Thank you.
s'ensuit, je ne sais pas si on va voir le temps, ce serait bien qu'on ait le temps. Vous voulez arrêter ou on termine? Oui, oui. Bon. Alors là, il y a un très très bel air, et je vous dis, parce que c'est quand même. Donc, ça y est, Figaro va venir faire sa cour à la comtesse. Et. Donc voilà, ça va donner ça, et ça va donner en plus, ça va être un peu sportif. Parce que Suzanne, bon. C'est Suzanne qui est déguisée. Suzanne est déguisée en comtesse, et donc Figaro vient faire la cour à la comtesse, et ça plaît moyen. Ça plaît moyennement à Suzanne. Alors c'est elle qui a provoqué le truc, mais enfin il ne faudrait quand même pas qu'il en rajoute. Je trouve qu'il en rajoute un peu trop. Mais justement, en réalité, ce qui va se passer, c'est que Suzanne oublie de déguiser sa voix à un moment. Donc, Figaro comprend que c'est Suzanne, et alors là, il en fait des caisses. Il en fait des caisses pour la rendre jalouse. Et vous allez voir que ça ne manquera pas de réussir. Ah non! Oui, alors là, sinon j'ai exagéré. Bon, tant pis, on va le faire. Alors bon, c'est dommage parce que c'est bon, elle le gifle, elle le fout par terre, elle lui donne des coups. Enfin, bon, se venge très fort. Et puis là, il va lui dévoiler que non, en fait, je t'ai reconnu depuis longtemps et nous faisons la paix, mon amour, etc. etc. Donc, voilà. Ça, c'est l'ère de la paix. C'est dans le final déjà. C'est presque la fin. Presque la fin, il reste encore à dévoiler le conte. Mais les filles sont plus sympas que les mecs dans cet opéra. Et voilà, elles vont pardonner. Io conobbi la voce che adoro, e che ingresso mio servo nel cor. La voce che adoro, pace, pace, mio dolce tesoro, pace, pace, mio tenero amor, pace, pace, mio tenero amor, pace, pace, mio tenero amor. Non prove girai tutti il bosco, questi il contennavo, il conosco. Ehi, Susanna, sei sola, sei viva. Bella, bella, non l'ha conosciuta. Sì, Madonna, Madonna, consoliamo il salvato, consoliamo il salvato, consoliamo il salvato. Sì, Madonna, voi siete la bella, ma senza un ristoro al mio cor concedete. Io sapete quanto ai balli, quando bene, ricompensi il piacer, ricompensi il piacer, ricompensi il piacer. Il padrone, aiuto, aiuto, sto perduto, cosa dite, il scellerato, l'adito, mai amato, e qui sappiamo vedere, son dico forse, ma non dico, non mi manca, son sapere, il padre esistete, si che malava, il premio l'avete di vostra onestà. Il paccio, giustizia, mio padre, Madonna, offerta e la perdita e qua, la perdita e qua. No, non sperarlo, perdono, no, non poterlo, perdono, perdono,
Ça vous a plu? Ouais. Il est 19h, ça va? Alors, on a sauté plein de trucs, hein. Il y a des trucs truculents. Hein. Quand vous avez, à un moment donné, donc, il y a un quiproquo, il y a Chérubin qui est en fait, parce qu'ils l'ont changé, ils l'ont déguisé en fille, alors donc, ils sont en train de les déshabiller, et donc le comte arrive, et donc le voilà qui se planque dans le cabinet de la comtesse, mais il est à demi-nu. Alors, le comte prévenu que c'est lui qui est là, donc bon, il veut rentrer, la comtesse lui dit mais non, pas question, c'est chez moi que je ne rentre pas, etc. Il y a tout un quiproquo, bon,
pendant un moment, ils vont chercher les clés parce qu'elle refuse d'ouvrir, ils vont chercher une clé pour ouvrir. Donc Suzanne rentre, fait sauter Chérubin par la fenêtre, mais le jardinier le voit, et donc ça donne un truc complètement, enfin une scène complètement délirante où le jardinier vient se plaindre qu'il y a quelqu'un qui a sauté sur ses œillets et qu'il a cru reconnaître Chérubin. À ce moment-là, Figaro qui lui dit c'est une connerie. C'est pas possible, il n'est plus là, il est parti aux armées, etc. Hein, il est en train de faire du cheval. Alors, le jardinier qui répond non, j'ai pas vu un cheval sauter, j'ai vu Chérubin, etc. Ça donne des autres quand il va à le vol, ils vont tous ces conneries, etc. Donc il y a vraiment énormément de rebondissements, et vous avez à un moment donné aussi un air de Figaro qui est assez extraordinaire parce qu'il est là en train de mentir comme un cochon sur toute cette histoire. Il prétend que c'est lui qui a sauté. À ce moment-là, le jardinier lui dit mais moi j'ai vu quelqu'un de mince. Il dit oui, mais c'est en sautant qu'on devient plus mince. Alors, je devrais le pratiquer. Et etc. Donc il y a énormément de trucs. Et à ce moment-là,